Studio Baggio. Vous écoutez Studio Baggio. Vous écoutez Studio Baggio, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre première édition, créée par la classe de première ES avec l'appui de Madame Storm. Nous allons aborder différents thèmes. Pour ce fait, les élèves se sont mis dans la peau de journalistes afin d'aborder des thèmes tels que l'orientation, présentée par Sarah et Mélissa, la culture du rap français, décryptée d'une manière sociologique par Terence, l'information des sciences sociales par Amandine, Noah et Alizé, et enfin Sarah et C'est tout vont procéder à une analyse sociologique de l'observation de l'ubérisation de la société. Tout de suite, Mélissa et Sarah. C'est pas tout de faire un bac ES, que fait-on après? Nous nous sommes intéressés, Sarah et moi-même, Mélissa, à l'orientation après un bac ES. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Logier Yann, un avocat en cybercriminalité qui nous a présenté son métier. En effet, le droit est une filière possible après un bac ES. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Vous êtes toujours sur Studio Baggio. Studio Baggio. Vous écoutez Studio Baggio. Je vais vous présenter un artiste et sa musique, Nekfeu, Mauvaise Graine. Dans cette chanson autobiographique, Nekfeu raconte sa jeunesse. C'est un jeune qui a grandi dans le 15e arrondissement de Paris. À l'âge de 6 ans, il fut très rapidement stigmatisé comme déviant, du fait du quartier dans lequel il a vécu, de ses expressions et de sa manière de parler. Il a été stigmatisé comme déviant, du fait d'une visite chez le psy. Mauvaise graine, yeah. À 6 ans, j'ai dû voir un psy. Par la suite, le fait de traîner en bande et en survêtement casquette amplifie cette image de déviant. Mais mon taf, mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. Cette théorie de la stigmatisation par des faits de société est l'étiquetage. N'ayant pas eu de diplôme, ni beaucoup d'argent venant d'un milieu social assez pauvre, il a été très vite étiqueté par la société et s'est par la suite orienté dans l'art musical, prouvant à tous qu'une personne jugée déviante ne l'est pas forcément et peut s'épanouir dans les milieux tels que l'art. Quand la galère te transforme en épave. La théorie de l'étiquetage est une théorie développée par Howard Baker, sociologue américain s'intéressant au problème de déviance des individus stigmatisés. Dans les années 1960, la déviance n'est pas une chose en soi qui trouverait son origine chez la personne déviante, mais plutôt une catégorie construite autour des interactions entre eux que l'on qualifie de déviants. Cette théorie est en lien avec cette chanson. Le rappeur dénonce une société ayant tendance à pointer du doigt trop rapidement les individus provenant de quartiers défavorisés et à les assimiler à des délinquants. La rage de vivre et de réussir de Nekfeu l'a amené où il est actuellement. Nekfeu évoque ses amitiés et ses différentes valeurs qui lui ont été inculpées. Mais lui n'a jamais dévié de ses valeurs légitimes étant principalement l'amitié et sa famille. Le respect de la femme est défendu, il y lie sa sœur, sa meilleure amie et sa supportrice. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma sœur, la meilleure supportrice, tout en dégradant. Finalement, cette chanson est à la fois un échappatoire et une dénonciation de la société. Nekfeu raconte sa vie de déviant et par la suite sa réussite musicale grâce à sa rage de vivre, bien que venant de quartiers chauds et non propices à une quelconque réussite. Studio Baggio. Vous écoutez Studio Baggio. Pour l'information, Amandine, Noah et Alizé. En ce moment, nous parlons beaucoup des Gilets jaunes et de leurs manifestations. Mais savez-vous pourquoi ils manifestent? Ils manifestent à cause de la hausse des taxes, mais la taxe qui a tout déclenché est celle du pétrole et aussi à cause des prix du carburant. Le prix du carburant varie en fonction des variations du prix du pétrole brut. Mais cette variation ne constitue que 30% de son prix final. Ce qui fait vraiment varier le prix sont les taxes qui correspondent à 60% du prix. Il existe plusieurs types de taxes, la TVA, la TICPE et la TVA sur la TICPE.
Car oui, il y a même des impôts sur les impôts. Qu'est-ce que c'est la TICPE? La TICPE signifie taxe intérieure de consommation sur la production énergétique. Elle vise à pénaliser la pollution émise par les carburants. La TICPE est fixée à un prix de variation et fixée à un prix qui ne varie pas au cours de l'année et elle se place sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt de la société. Vu que la TICPE ne varie pas, elle ne peut pas s'adapter aux revenus de la population et donc pour certaines familles, la TICPE est trop élevée par rapport à leurs revenus. Ensuite, la suppression de l'impôt sur la fortune, appelé aussi ISF, a été l'une des premières mesures du quinquennat d'Emmanuel Macron et suscite de nombreuses questions relatives au principe d'égalité devant l'impôt. Comme nous le savons, le montant des impôts dépend normalement du niveau de vie. Ainsi, les ménages plus modestes paieront des impôts moins élevés que des ménages aisés. Sauf que la suppression de l'ISF pose cette question de la justice fiscale, car désormais, les revenus les plus aisés ne sont plus imposés, tandis que d'autres impôts ou taxes augmentent. Et donc, les ménages les moins aisés ont du mal à payer ces impôts ou taxes, alors que les ménages les plus aisés n'ont pas ce problème. C'est pourquoi le rétablissement de l'ISF est une des revendications du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, nous savons que les Français disposent des services, ce sont des services publics, comme l'école, la santé. Tous ces services sont gratuits pour la population française, car ils sont financés par les impôts. Mais un problème se pose. Si nous diminuons les impôts, alors la qualité des services publics diminueront aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise financière de 2008, que nous subissons encore les conséquences. Et aussi, on sort tout doucement de l'heure à l'heure actuelle. Cette crise est due à la faillite de la banque Lehman Brothers. Les causes de la faillite de la banque Lehman est due à plusieurs facteurs. Ces facteurs sont d'une part qu'aucune autre banque n'a voulu sauver la banque Lehman. Cela est dû aussi au crédit subprime. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, un subprime est une personne ou une famille qui n'a pas de revenus assez élevés. La banque s'est retrouvée avec tous les crédits faits au subprime qui ne pouvaient pas rembourser et la banque était en manque d'argent, d'où la faillite. Les conséquences sont au cas d'aujourd'hui, notre économie va mal et on arrive tout doucement à sortir de cette crise. Quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de keuf dans la zone, donc je fais mes bails. Tout pour la monnaie, 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 monnaie cash. On veut finir monnaie, 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 monnaie gas. Donc quelques ronds à gauche, quelques ronds à droite, pas de keuf dans la zone, donc je fais mes bails. Tout pour la monnaie, 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 monnaie cash. On veut finir monnaie, monnaie, monnaie. Studio Bagio. Vous écoutez Studio Bagio. Et pour finir, Sarah et c'est tout. Les récentes manifestations des chauffeurs Uber pour revendiquer un salaire minimum ou demander une requalification de leur contrat de travail en CDI nous ont donné envie d'aller les interroger sur le terrain. Mais d'abord, un point d'explication. La multiplication des chauffeurs Uber que vous voyez dans la rue témoigne d'une profonde mutation que traverse notre économie aujourd'hui. En effet, Uber ou l'ubérisation de l'économie, c'est le fait de mettre des professionnels indépendants avec des clients grâce à Internet. Le système connaît un vif succès. On préfère largement trouver et payer un service, à manger un taxi, rapidement grâce à notre téléphone, que d'aller sur place et sortir notre portefeuille. Ce succès de l'ubérisation construit un bouleversement pour notre économie, dans la mesure où il transforme notre rapport au travail et notre consommation. Nous avons donc réalisé un micro-trottoir et avons été à leur rencontre pour enregistrer leurs témoignages directement. Nous vous proposerons ensuite une analyse socio-économique pour prendre un peu de hauteur sur le phénomène et proposer un regard critique. L'ubérisation de nos économies est un phénomène ambivalent. Il apparaît tout d'abord comme la promesse de nouvelles richesses, de progrès. Comme on a pu l'entendre, ce système est avant tout vecteur d'intégration car il permet de créer de l'emploi. Il permet à des jeunes de gagner facilement de l'argent et de pouvoir financer leurs études. Uber facilite l'accès à l'emploi. Il permet à un particulier de devenir chauffeur de taxi avec son véhicule, à un cycliste de devenir vendeur. Il promettait également une grande liberté dans le travail, liberté de travailleurs, liberté d'entreprendre. Les travailleurs Uber ont désormais la possibilité de choisir
leurs horaires, leur lieu de travail. Toutefois, on peut entendre également la précarité qui découle de ce système. Comme on peut l'entendre, les chauffeurs Uber ne sont pas tous salariés. Or, le statut salarié permet une certaine protection du fait des multiples luttes économiques et sociales. Ils ont un statut d'auto-entrepreneur qui précarise largement leur situation. En effet, le statut de salarié donne accès à des congés payés et d'autres avantages prévus par le Code du travail comme un salaire minimum. En Angleterre, un tribunal a déclaré qu'il fallait les considérer comme des employés et qu'ils avaient droit par conséquent à un salaire minimum. Face à ces réalités, force est de constater que l'ubérisation de notre économie a pu, dans un premier temps, nous apparaître comme un phénomène générateur de progrès, peut-être sinon synonyme de recul, mais au moins un nouveau système devant faire l'objet d'une régulation plus intense. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier Uber? Donc du coup le métier en tant que livreur, on est auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'on doit créer notre entreprise. À partir de là, on est directement on se connecte directement sur la plateforme lors des horaires d'ouverture qui sont compris entre 9h et minuit dans la journée. On a une application directement, donc au moment où on veut travailler, on se met en disposition en fait, donc on se met en libre. Et ça nous permet en fait à partir du moment où on est connecté sur l'application, de recevoir des commandes que la plateforme nous envoie. Donc à partir du moment où on reçoit une commande, on doit aller chercher la commande directement au restaurant qui nous est indiqué, pour ensuite, une fois qu'on l'a récupérée, la porter directement au client. Comment se passe votre métier d'Uber? J'ai pas à me plaindre. Je gagne bien ma vie. La preuve, là, je suis en pause. J'ai fait midi, 14h, je suis déjà à 40 € de chiffre d'affaires. Donc là, je me permets une petite pause. Et puis, les jours où il pleut, on a quand même des petites compensations. C'est-à-dire qu'on a 15 € de prime pour un créneau de 3 heures entre 11h et 15h, ou le soir entre 19 et 22h, enfin 18-22h. Donc des fois ça permet d'augmenter un petit peu les revenus de 30 €. Et il y a souvent des opérations de marketing, donc c'est des challenges c'est des bonus par rapport aux courses qui varient en fonction du nombre de courses. Ça peut aller jusqu'à 25 €, c'est-à-dire qu'il faut faire 12 courses, vous avez 25 € de bonus. C'est quasiment tous les jours, surtout quand il y a des mauvaises conditions. Et puis après, ce que je peux dire, il faut aimer le vélo déjà. Et puis après, il faut aussi avoir de la patience, parce que des fois c'est pas évident dans le restaurant, parce qu'il faut attendre. Et justement, quand il y a des challenges, des choses comme ça, les livreurs sont un petit peu énervés. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Après, j'ai 49 ans quand même, voilà. Puis à mon avis, je vais faire ça jusqu'à la retraite. Comment se passe votre métier d'Uber? Franchement, ce métier se passe très bien. Ça me permet de financer nos études. Voilà, comme vous le savez, on est des étrangers. On n'a pas le droit de travailler dans le territoire français. Donc on est obligé de faire des petits boulots à gauche, à droite. Et comme Uber il propose aux étudiants de travailler quand ils veulent en fait. Voilà. Est-ce que c'est difficile de rouler en vélo tout le temps? Ouais, au début c'est difficile, mais au fur et à mesure on s'habitue, on s'adapte. Mais c'est difficile quand il fait froid, surtout quand on a des commandes trop loin, de à peu près 4 km, 5 km. Tu as vraiment besoin de souffle, tu dois avoir de l'endurance. Et est-ce que vous avez du temps pour votre famille et tout ça? Non, franchement on n'a pas le temps, parce que là, comme moi je travaille que le week-end. Et le week-end, normalement, je pars voir ma famille, mais comme j'ai besoin d'argent pour financer mes études et tout, des fois je me consacre, je reste pour travailler et je vois pas mes parents. Et du coup, est-ce que vous conseillez des gens à faire ce métier?
Franchement, ce métier est trop difficile. Surtout si tu es étudiant, tu peux rater tes cours. Parce que quand tu vas voir l'argent qui rentre, tu vas te dire ouais, je préfère aller travailler qu'aller en cours. Et franchement, je déconseille les gens de faire ce métier. Fatigant. Il y a beaucoup de kilomètres à faire, après ça dépend vraiment comment on souhaite travailler. Moi pour l'instant je fais ça à plein temps, c'est vrai que je suis assez sportif à côté quand même, je fais de l'athlétisme et notamment du décathlon. Ça dépend vraiment comment on le voit en fait, c'est-à-dire que ça peut être à la fois un étudiant qui a envie de faire un peu d'arrondir ses fins de mois en gros, qui va faire une sortie d'1 heure de temps en temps ou juste le week-end parce qu'il a un peu de temps histoire de gagner un peu de sous. Ou alors vraiment comme moi, quelqu'un qui fait ça à plein temps. Et là, effectivement, je travaille généralement entre 25 et 30 heures par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de kilomètres qui sont faits. C'est-à-dire que les commandes ne vont pas être systématiquement à côté de là où il faut aller. Et la plupart du temps, il y a une part d'incertitude dans le fait que, par exemple, on ne sait pas où va tomber la commande. L'algorithme qui distribue les commandes va pouvoir normalement donner les commandes au livreur qui est le plus proche, mais il y a toujours la possibilité de refuser une commande si on estime qu'elle est trop loin. Donc du coup il y a certains coursiers qui ne veulent pas faire beaucoup de trajets tout simplement et qui vont refuser les commandes qui sont systématiquement loin, et donc du coup il y a pas mal de commandes à faire où il y a beaucoup de kilomètres par exemple à faire pour arriver jusqu'au restaurant, et ensuite généralement il faut revenir en centre-ville pour pouvoir la livrer aux clients. Donc c'est assez sportif, effectivement, il y a beaucoup de kilomètres, mais après c'est à relativiser par rapport au fait que on n'est pas tout le temps sur le vélo en fait. Il y a énormément de temps d'attente, à la fois au niveau du restaurant pour pouvoir récupérer la commande, surtout lors des moments de rush, ils ont beaucoup de clients donc ils mettent du temps à les récupérer, à nous les donner pardon. Et ensuite pareil, généralement le temps qu'on trouve le client, il y a toujours le temps soit que le client descende, et ça nous laisse quand même toujours du temps de repos à côté. Ok, merci beaucoup. De rien. Conseiller ce métier aux autres personnes? C'est toujours pareil, hein, il faut être motivé. Et, on peut conseiller par rapport aux rémunérations, mais après, bon, tout le monde n'est pas un cycliste avéré, quoi. Donc, je peux pas conseiller directement, quoi. Mais après, bon, celui qui tente pas n'a rien, quoi. Il faut essayer, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Faites une journée ou deux. De toute façon, ça coûte rien, hein. Il suffit de faire une micro-entreprise et puis avoir un extrait de casier judiciaire vierge et vous pouvez rouler, hein. Même vous pourrez le faire. Enfin, il faut avoir plus de 18 ans. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous conseillez ce métier aux gens? Vraiment, franchement non. C'est juste un petit truc pour se faire de l'argent, mais c'est pas vraiment un métier. Est-ce que vous êtes assuré? Oui, normalement on est assuré. Je suis assuré par moi-même, pas par Hubert. Viens t'enjailler, quand ça démarche, ouais c'est l'été, quand ça démarche, ouais c'est l'été.